Alors je voudrais le faire maintenant parce que on l'a oublié régulièrement au cours de ce cycle, mais je voulais remercier les traducteurs parce que à la fin on oublie de le dire, mais le service d'interprétariat est vraiment très bien fait. Bon, Nicolas, à toi maintenant la parole. Moi j'aurais peut-être une petite question pour Dimitri, mais j'attends qu'il ait peut-être justement vérifié que la traduction marche bien. Je demande aux interprètes de ne pas partir. C'est pas parce qu'on les a applaudis, on compte encore sur eux. Et la question que je voulais poser à Dimitri, mais il y répondra tout à l'heure. Je vais laisser à Nicolas. C'est la Transnistrie entre changement et continuité, parce qu'on voyait déjà apparaître les éléments d'une guerre hybride ou d'une guerre par intermédiaire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Nicolas, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup Louis. Merci Dima pour cette présentation à la fois extrêmement riche et extrêmement claire. Deux petites précisions en commençant. La première, c'est que je parle évidemment avec ma casquette de l'école normale supérieure. Voilà, c'est ça. Et pas d'officiel. La deuxième, c'est que je vais faire quelques remarques et que si tu le permets, je ferai les commentaires en français et les questions à Dima en anglais. J'ai en fait six points principaux de réaction à la présentation extrêmement riche de Dima. Le premier point, c'est un commentaire qui a trait à, je dirais, les sources que Dima utilise pour l'ensemble de ses recherches depuis de longues années et qui sont un élément de réflexion sur la façon même dont nous structurons nous-mêmes nos études dans le champ stratégique. On entend beaucoup dans le domaine militaire ou nucléaire que la classification, l'accès au renseignement est un élément d'irriment des études stratégiques. Je crois que Dima vient de vous montrer à quel point cette perception-là est fausse. Et quand Dima ne l'a pas fait au tout début, mais si vous lisez ses articles et à travers ses propos, vous verrez qu'il a utilisé un nombre extrêmement important de sources ouvertes russes qui font toute la richesse et la solidité de son propos. Il s'agit de concepts et de doctrines officielles qui sont publiées par les autorités russes. Il s'agit de l'analyse des exercices militaires qui sont conduits régulièrement. Il s'agit de l'analyse des opérations militaires proprement dites qui sont conduites par les autorités russes. Il s'agit des capacités militaires qui sont développées. Le propre de la stratégie, c'est de confronter la rhétorique aux capacités et à la réalité. Et puis, ces analyses sont fondées aussi sur une lecture attentive de la littérature militaire et politico-militaire russe, et en particulier d'un certain nombre d'experts, dans l'équivalent de l'école de guerre, si on veut, qui travaillent, réfléchissent, produisent, écrivent. Et donc pour qui veut faire l'effort, d'abord pour qui c'est par les Russes, qui est un préalable, mais pour qui veut faire l'effort, ces sources-là sont nombreuses. Et ça c'est un point extrêmement important. Et peut-être, Dima, could you just tell us... Pourriez-vous nous dire un petit peu plus, nous en dire un peu plus sur votre façon de procéder? Je sais que à plusieurs reprises, vous êtes allé en Russie, vous avez des rencontres et des contacts réguliers avec vos collègues à Moscou et autre part. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre modus operandi et les bases sur lesquelles vous avez fondé vos recherches ces dernières années? Le deuxième point qui est au cœur des travaux de Dima et qui est au cœur de l'article et du livre même que Louis mentionnait, c'est ces questions de culture stratégique. C'est une forme d'histoire intellectuelle de la pensée stratégique qui vaut d'ailleurs pour la Russie, puisque c'est là que tu as œuvré, mais qui vaut pour bien d'autres champs. Cette culture stratégique, elle s'apprécie dans le temps long, et j'insiste en particulier sur tout ce que Dima nous a présenté ce soir, sur les éléments de continuité et de nouveauté dans la pensée et la culture stratégique de la Russie, que assez souvent on simplifie, on caricature, et à force de simplification et de caricature, on aboutit à des choses fausses. Et on prend pour des nouveautés des choses qui sont des éléments de long terme de la culture stratégique d'un pays, en l'occurrence la Russie, et certains autres éléments qui sont les vraies nouveautés. Et dans cette diapo que Dima vous a présenté sur ce qui est de la fausse continuité et ce qui est de la vraie nouveauté, ou l'inverse. J'insiste sur cet élément-là. Ce qui m'amène à peut-être poser une question un peu plus précise pour nous ramener Dima vers des questions plus spécifiquement nucléaires. Et
en particulier qui est lié à la culture nucléaire russe et en l'occurrence à la culture nucléaire soviétique. Pour ceux qui ont passé du temps et fait des efforts pour essayer d'analyser la stratégie nucléaire soviétique et russe ensuite comme un élément de la stratégie militaire russe globale, il y a deux noms que l'on retrouve encore et encore. Tout d'abord Sokolovski et ensuite Ogarkov, deux chefs d'état-major très connus des forces armées russes qui ont beaucoup laissé leur empreinte sur beaucoup d'analystes concernant le rôle des armes nucléaires dans la culture stratégique russe. Et donc la question est la suivante, et elle est très simple et très complexe en même temps. Pourriez-vous, en quelques minutes, nous donner votre analyse concernant la continuité réelle et la nouveauté réelle dans la culture nucléaire russe depuis Ogarkov et Sokolovski? Et plus contemporain, et il a trait aux trois grandes étapes que Dima nous a présentées ce soir de l'évolution de la culture stratégique russe depuis la fin de la guerre froide, depuis le début des années 90. Il y a donc trois grandes étapes, l'étape des années 90, et même un peu au-delà, qui nous amène jusqu'à la guerre de Géorgie, la deuxième phase de modernisation extrêmement, donc première phase avec un rôle extrêmement important, saillant, dominant des armes nucléaires dans la pensée stratégique russe. Une deuxième phase à partir du milieu des années 2000, et tu as dit très bien à quel point la guerre de Géorgie avait joué le rôle de révélateur, et qui se continue bien après, qui est une phase de modernisation très forte des forces conventionnelles russes, et puis une troisième phase que tu reprends à partir du début-milieu des années 2000, qui est celle dans laquelle on vit et que tu as qualifiée de façon très intéressante de cross-domain coercion. Dans ces trois phases-là, le rôle des armes nucléaires dans la pensée stratégique russe est très différent et il évolue considérablement. Pour revenir aux sources, et c'est un point de commentaire et ensuite une question. Le point de commentaire, c'est que tu as mentionné le nom de Kokoshin à plusieurs reprises, et peut-être, et à juste titre, est-ce que peut-être tu peux revenir un peu plus en détail sur le rôle spécifique de Kokoshin dans la deuxième moitié des années 90 et dans l'élaboration de cette doctrine qui trouve sa traduction dans la stratégie militaire russe de 2000, celle qui est publiée en 2000, et qui parle du rôle des armes nucléaires dans des conflits locaux. Pas simplement des conflits stratégiques mondiaux, pas simplement des conflits régionaux, mais des conflits locaux. Et qui est en fait la vraie naissance de ce qui aujourd'hui se retrouve un peu trop fréquemment dans la littérature contemporaine occidentale, qui est cette notion que tu as mentionnée de escalate to de-escalate, yes. Qu'on trouve donc à ce tournant dans la deuxième moitié des années 90. Mais de ta fréquentation, y compris assidue, je le sais, de Kokoshin lui-même, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de ce penseur stratégique dans l'élaboration de la stratégie de 2000 et de ce qu'on a continué d'appeler aujourd'hui la stratégie de escalate to de-escalate. Je fais une parenthèse ici parce que c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif pour un esprit occidental et notamment pour un esprit français. L'idée qu'on puisse désescalader un conflit en employant en premier l'arme nucléaire sur un théâtre d'opération. C'est totalement paradoxal comme idée. Et on ne peut le comprendre que, comme tu l'as dit, si on ramène cela à cette notion très, très banale finalement de la symétrie d'intérêt. Cette théorie de l'escalade pour la désescalade ne vaut que parce qu'on est capable de projeter vers l'adversaire le sentiment que le jaune n'en veut pas la chandelle. Je ne sais pas comment on traduit ça en anglais d'ailleurs, ça n'en vaut pas la peine. Et donc l'adversaire ne va pas continuer l'escalade, il va simplement abandonner parce que les intérêts en jeu ne sont pas suffisamment importants pour lui. Ce qui m'amène à une question et qui fera la transition avec le reste, au-delà de ma question sur Kokoshin, mais du coup, what about now? Et maintenant alors? Et maintenant, quid de la situation actuelle de ce que l'on appelle l'escalade pour la désescalade? Est-ce qu'elle est encore en place? Et que peut-on en dire actuellement? Parfois, j'ai l'impression que l'on a 5 ou 10 ans de retard dans notre analyse
de la culture militaire et nucléaire russe en Occident donc, ces derniers temps. Si vous ouvrez un livre et si vous lisez une publication de n'importe quel think tank, vous verrez cette théorie partout, l'escalade pour la désescalade. Ma question donc, pour vous, Dima, est tout à fait simple. Est-ce que cette stratégie s'applique encore ? Et pouvons-nous continuer d'affirmer qu'elle fait partie de la culture nucléaire russe actuellement en 2017 ? Quatrième point, et pour revenir, et c'est purement un commentaire sur ce que tu disais de ce qu'on appelle aujourd'hui dans la littérature occidentale la doctrine Gerasimov, qui n'est ni une doctrine, ni, comme tu l'as dit, uniquement due à Gerasimov. Donc c'est doublement une mauvaise expression. Et c'est triplement une mauvaise expression parce que généralement on dit que la doctrine Gerasimov est la doctrine de la guerre hybride. Et chacun des termes de cette phrase est faux, comme tu l'as dit. Et donc j'insiste sur ce point-là, c'est que ça fait partie d'une partie de notre fainéantise d'occidentaux, de ne pas prêter assez attention à ce qui est dit, et en particulier quand on parle de hybrid warfare, il faut toujours revenir au texte, et c'est facile parce que c'est écrit, c'est même traduit en anglais maintenant si on ne parle pas le russe, et ce qui est qualifié d'hybride, et comme tu l'as expliqué très justement avec des précautions, c'est la stratégie occidentale, c'est la perception par les Russes de la stratégie occidentale. Cette stratégie de déstabilisation, de régime change, comme tu l'as très bien dit, et c'est un élément extrêmement important. Et donc quand on fait de l'analyse, quand on fait de la recherche en sciences sociales et en sciences humaines, il faut revenir aux mots, aux textes et aux sources. Et là on voit effectivement que ce qu'on trouve, c'est des mots comme New Generation Warfare ou Non-Linear Warfare, avec toute la complexité que tu as démontrée dans ta présentation, et on n'y trouve pas les mots d'hybride. Le mot d'hybride, c'est un mot que nous avons retourné, doublement retourné. C'est un mot qui sert aux Russes à décrire la stratégie occidentale, que nous avons repris à notre compte pour décrire la stratégie russe. Ça ne veut pas dire que c'est totalement faux d'ailleurs, mais ça veut dire simplement dire qu'il faut faire attention aux mots et aux concepts qu'on utilise pour analyser la stratégie de la Russie. Mon cinquième point, il va poursuivre une de mes questions précédentes, c'est pour revenir sur ce que tu as dit et ce que tu as effectivement écrit dans cet article qui est publié par l'IFRI, dans la collection des Proliferation Papers, qui est cette notion de cross-domain coercion et de informational coercion. Tu as décrit de façon extrêmement intéressante que c'était une forme d'élargissement des instruments utilisés à des fins de coercition et pour obtenir l'avantage stratégique en employant le minimum possible de force brute, de force militaire. Ce que tu as dit, ce que tu as écrit, et je voudrais te ramener à ça, c'est aussi qu'on ne peut pas comprendre la notion de cross-domain coercion ou de informational coercion, de information warfare, si on ne met pas en même temps bout à bout des éléments qui sont informationnels au sens strict, qui sont donc de la propagande classique pour dire les choses, des éléments cyber, et puis des éléments beaucoup plus classiques qui sont des éléments militaires mais discrets ou ambigus, et on reviendra sur ce terme d'ambiguïté, des éléments beaucoup plus classiquement conventionnels et des éléments nucléaires. Et je dirais l'un des éléments les plus intéressants, c'est précisément l'intégration de tous ces différents instruments dans une stratégie globale, unique, complète. Mais donc, est-ce que tu peux nous en dire maybe just a bit more? Pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur la relation entre la dimension de l'information, de cette coercition transversale et l'aspect nucléaire, pour prendre les deux limites du spectre, de l'information au nucléaire? Et peut-être pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton analyse, la façon dont ça a fonctionné dans un cas tout particulier qui a été la Crimée? Comment les différents éléments asymétriques, informationnels, conventionnels, non traditionnels et nucléaires ont été intégrés? C'est essentiel pour traduire ton concept, ton analyse en réalité beaucoup plus concrète et tangible. Pourrais-tu peut-être nous expliquer comment tu appliquerais ce concept de coercition transversale avec la notion de l'asymétrie des intérêts sur le cas particulier de la Crimée? Et mon dernier point, et je vais revenir sur ma question nucléaire, sur aujourd'hui, quelle est la stratégie nucléaire et militaire globale de la Russie aujourd'hui. Je vais essayer, après t'avoir ramené jusqu'à Sokolovski, de te pousser dans l'avenir, dans le futur.
Et tu as décrit une évolution historique ces 20 dernières années où la place respective des différents instruments, informationnels, cyber, conventionnels, asymétriques, forces spéciales, nucléaires, nucléaire tactique, nucléaire stratégique, change. C'est un objet d'histoire qui est en perpétuel mouvement. Mais donc si j'essaye de te projeter un peu dans l'avenir, à disons 5-10 ans, comment vois-tu cette évolution-là? Tu nous as décrit depuis la guerre de Géorgie une modernisation accélérée, robuste, réelle et effective des forces conventionnelles de la Russie, autour de cette notion de Reconnaissance Strike Complex, de progrès en termes de frappe conventionnelle dans la profondeur, de capacité à avoir une boucle extrêmement courte de décision entre le renseignement, le ciblage et la frappe elle-même, l'utilisation de tout ce qui fait la guerre contemporaine, moderne. Tout ça, pourrait nous laisser penser que le rôle de l'arme nucléaire est tendanciellement en train de baisser du coup. On aurait donc un peu un cycle où le rôle de l'arme nucléaire dans les années 90 et 2000 aurait augmenté, comme une compensation de la faiblesse militaire et stratégique russe, et puis qu'on serait depuis la fin des années 2000, avec la modernisation conventionnelle et avec ce concept de cross-domain coercion, on serait finalement dans une nouvelle phase où de nouveaux déclins de la part relative du nucléaire dans la stratégie russe. Tu sais que j'ai les plus grands doutes sur cette théorie, mais j'aimerais bien t'entendre un peu plus précisément là-dessus, et notamment sur ce que tu analyses à partir des exercices de l'évolution de la place de l'arme nucléaire dans cet ensemble d'instruments et ce qui peut en devenir à l'avenir. Et notamment autour de ce que tu as mentionné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit beaucoup de tests, d'exercices, d'emplois, de doctrines autour de systèmes militaires qui sont potentiellement ou bien nucléaires ou bien conventionnels. Et que l'un des effets provient de l'incertitude et de l'ambiguïté sur la nature conventionnelle ou nucléaire d'un certain nombre de systèmes d'armes. Et donc, pour dire les choses différemment, et pour passer en anglais, how would you describe... Comment décrirais-tu, si tu te projettes dans les 5 à 10 prochaines années, le rôle des armes nucléaires tactiques ou stratégiques dans la stratégie globale russe? Est-ce qu'il y aura le même genre d'emploi potentiel des armes nucléaires dans les conflits régionaux? Une utilisation très laxiste de la rhétorique nucléaire en cas de tension? Que devrions-nous faire de cette nouvelle ambiguïté dans la stratégie nucléaire russe où l'on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances il serait prêt à utiliser l'arme nucléaire? Et quel serait le seuil? Est-ce que c'est une histoire linéaire où le rôle des armes nucléaires décroîtrait progressivement, concomitamment au développement de la panoplie conventionnelle dans l'armée russe? Ou bien prévois-tu une évolution différente où les armes nucléaires continueraient de jouer un rôle critique et fondamental, mais on en ferait un affichage simplement un peu différent? Merci Nicolas. On va peut-être 6 points, 6 questions. Dmitri, je vais peut-être vous demander d'y répondre, notamment en commençant par la dernière sur la question nucléaire, et puis pour les étudiants, ce que vous aurez compris qu'il faut désormais qualifier comme stratégie non linéaire, de centrer vos réponses autour de ces 2 questions principales et évidemment de l'orienter en fonction du commentaire et de questions plus précises qu'a fait Nicolas, de façon à passer après les questions à la salle. Dmitri, vous avez la parole. Combien de temps j'ai? 2 minutes. Donc des réponses très courtes. Vous avez 6 minutes, une pour chaque question. Est-ce que je peux choisir une seule question et parler 6 minutes alors? Merci. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris de ce que vous m'avez dit. Je vais décevoir tout le monde. Je ne vais pas pouvoir répondre à la plupart de ces questions. Ce sont d'excellentes questions, ce sont d'excellents sujets de recherche sérieuse. Et en fait, j'ai jeté sur le papier des idées d'articles et d'ouvrages. Et merci de m'avoir poussé dans cette direction.
vous avez probablement compris que la question de l'asymétrie des intérêts, c'est quelque chose que vous avez lancé il y a un certain temps et que j'ai essayé de développer. Donc merci beaucoup d'avoir semé cette graine. Je ne vais pas pouvoir répondre à la plupart de ces questions, pas simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais aussi parce que je n'ai pas de réponse à ces questions. Ce sont d'excellentes questions, très sérieuses, c'est probablement les questions les plus importantes. Comme on le sait, en sociologie, en sciences humaines, il est important de poser les bonnes questions. Voilà les bonnes questions qui méritent qu'on investisse énormément de ressources intellectuelles. Je n'ai pas encore les réponses, mais sur la question nucléaire, en tout cas, mon hypothèse, mon impression, d'après ce que j'ai étudié, c'est que en aucune circonstance, je ne peux pas voir comment le rôle des armes nucléaires baisse en Russie. Que ce soit les armes stratégiques ou non stratégiques. C'est une partie tellement intégrante et centrale de la sécurité nationale russe, de la capacité russe à préserver sa puissance, son statut de puissance, que je ne peux pas voir une dégradation de ces armes. Comme je l'ai déjà dit, Nicolas, je crois qu'actuellement, et votre qualification des 3 périodes de l'escalade pour la désescalade pendant les années 90, la période actuelle de la guerre nouvelle génération et ensuite la période à venir éventuelle est très correcte, mais le mot clé, c'est l'harmonie actuellement. Il s'agit d'harmoniser. Les armes nucléaires sont harmonisées avec le reste de l'arsenal sans en amoindrir le rôle stratégique. En fait, les armes nucléaires permettent à d'autres formes d'influence stratégique de jouer un rôle. Par exemple, votre exemple de la Crimée est un très bon exemple. C'est un exemple d'improvisation dans l'innovation. Ça n'a pas été prévu, mais on brandit cette menace nucléaire. Par exemple, on élève le niveau d'alerte, on mène des manœuvres pour essayer de créer une sorte de cordon sanitaire autour du théâtre d'opération, et cela crée une sphère de possibilités pour les forces conventionnelles, en particulier les forces spéciales, et aussi pour que la propagande au sein de la population locale puisse permettre d'atteindre des objectifs. Tous les moyens technologiques, cognitifs, informationnels, cyber qui ont été utilisés en Crimée exploitent ce contexte fondé sur les armes nucléaires. Et regardons ce qui se passe en Syrie. On utilise des systèmes duals. En Syrie, on utilise des missiles longue portée pour la première fois. On utilise 2 types d'aviation stratégique sur 3 en Syrie. Et tel qu'on comprend les choses, il n'y a pas de nécessité tactique pour cette opération en Syrie d'utiliser ces systèmes d'aviation. Mais cela permet d'envoyer des signaux stratégiques tout à fait particuliers. Mais c'est ce que le ministère de la Défense Chegour et ce que dit le chef d'état-major Gerasimov. Ils essayent de réformer cette stratégie. Et il y a une tendance très claire en Occident pour essayer d'attribuer à Moscou beaucoup de capacités non existantes et d'excellence militaire. Et eux-mêmes, les Russes disent encore qu'il faut qu'ils s'améliorent dans ce domaine. Et pour en revenir à Kokoshin, Sokolovsky, Ogarkov et d'autres. Premièrement, je ne suis pas en contact personnel constant avec Andrei Kokoshin, mais je suis en contact intellectuel avec ses travaux. C'est un auteur très prolifique et c'est probablement l'intellectuel le plus prolifique en Russie dans le domaine de la défense, c'est pas simplement de mon point de vue, et ses ouvrages aussi, vu la position, le poste qu'il occupait dans les années 90 et après, c'est probablement l'une des meilleures sources permettant de comprendre ce qu'il se passe en Russie dans ce domaine. C'est lui qui a démocratisé en 2000 l'idée de dissuasion prénucléaire ou dissuasion non nucléaire, exactement pour les raisons que vous avez esquissées. L'escalade pour la désescalade, c'était une stratégie
très incohérente et très problématique. Ça ne donnait pas le choix. Et cela ne donnait pas le choix de matérialiser cette question de la dissuasion prénucléaire tant que la réforme conventionnelle ne prenait pas de l'élan. Ce que l'on voit, et je crois que votre exposition est brillante, Sokolovski peut être utilisé comme un exemple, comme une illustration de la direction très nucléaire de la stratégie, alors qu'Ogarkov, c'était une révolution technique militaire. C'est un très bon exemple de la conventionnalisation des forces militaires ou de l'utilisation des forces militaires. Ce que Kokoshin, dans ses ouvrages, indique, et ce que l'on constate dans la guerre nouvelle génération, c'est une fusion de Sokolovski et d'Ogarkov, sans amoindrir l'importance des armes nucléaires. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne vois pas comment on pourrait dégrader ses capacités dans quelque circonstance que ce soit, surtout à l'ère des choix budgétaires. Si l'on ne peut pas tout avoir, s'il faut choisir, je pense qu'on va donner la priorité au nucléaire. Et je crois que je vais m'arrêter ici et je vais commencer aussi à répondre un peu à vos questions par le biais des questions des étudiants.